Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir bravé le froid pour venir entendre parler d'ADN ancien aujourd'hui. Donc, lors des deux dernières leçons, nous avons dans le fond exploré ce qui vient plutôt de la géochimie que de la biochimie en fait, hein. Surtout tout ce qui est analyse isotopique, c'est vraiment un domaine qui est le domaine surtout des géosciences. Alors, en paléanthropologie, vous avez vu que c'est très utilisé pour faire des datations, et puis c'est très utilisé aussi pour comprendre le comportement, le régime alimentaire, l'environnement des hommes du passé le plus lointain. Aujourd'hui et dans la leçon de la semaine prochaine, on va plutôt regarder du côté des molécules organiques. Hein. Alors, comme leur nom l'indique, ce sont les molécules produites par l'organisme. Et aujourd'hui, disons, dans le domaine de la paléanthropologie, ça recouvre essentiellement l'ADN ancien et puis les protéines anciennes. Mais sachez quand même que si on avait plus de temps à y consacrer, il y a d'autres molécules organiques qui sont parfois étudiées par les archéologues ou les paléanthropologues. Il y a par exemple des gens qui s'intéressent aux lipides dans certains artefacts comme les poteries. Enfin, donc il y a tout un domaine, mais on va se concentrer sur ce qui, moi, me paraît le plus important aujourd'hui. Et donc je commence par l'ADN ancien, qui est vraiment un domaine de recherche qui est relativement nouveau. Vous allez voir, ça commence dans les années 80-90, donc ça ne remonte pas quand même très très loin dans le temps, ces recherches. Et véritablement, ce développement de ce qu'on appelle la paléogénétique ou l'archéogénétique, ça a complètement bouleversé en fait notre façon de comprendre, d'analyser l'évolution humaine, parce que, dans le fond, quelque chose qui était relativement, j'allais dire, marginal, qui avait un petit côté gadget, un peu, comment dire, de science-fiction, graduellement est devenu quelque chose de central. Et dans le fond, la paléanthropologie aujourd'hui, en tout cas pour les périodes récentes, quand je dis récentes, je veux dire allez, moins de 100 000 ans ou un petit peu plus que 100 000 ans, c'est vraiment entremêler les données de la paléogénétique avec tout ce qu'on sait d'autre sur les restes humains et sur les productions humaines dans le domaine culturel. Alors, c'est un sujet qui est un peu intimidant, peut-être pour vous, pour moi aussi, parce que dans le fond, la difficulté, c'est dans un temps court, d'une heure et demie, de vous présenter ce domaine qui est un domaine de recherche qui est quand même très complexe sur le plan technique et qui est en plein développement. C'est-à-dire, il se passe toutes les semaines, tous les mois, il y a quelque chose de nouveau qui sort. Et donc mon choix, ça va être... je vais vous présenter un petit peu la cuisine quand même, mais le moins possible. Et puis, surtout, je pense que ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce que ça apporte, quel genre de connaissances, dans le fond, on peut acquérir grâce à cet ADN ancien. Donc, il nous faut d'abord parler un petit peu, évidemment, d'ADN. Et bon, je ne sais pas jusqu'à quel point vous êtes familier de la génétique, de la génomique. L'ADN, c'est une molécule qui a été découverte, enfin dont la structure a été découverte assez récemment, hein, au milieu du XXe siècle, et qui est contenue dans le noyau des cellules des eucaryotes. Et cette molécule, c'est une molécule qui a une structure en double hélice, c'est-à-dire qu'on a des colonnes de sucre phosphate, entre lesquels se trouvent des sortes de barreaux qui sont formés par un appariement de bases azotées, avec seulement 4 types de bases
l'adénine, la thymine, la guanine, la cytosine, et ces bases sont appariées toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'une cytosine est toujours appariée avec une guanine et une thymine toujours avec une adénine. Et donc cet arrangement, eh bien, en fait, c'est un arrangement qui permet un codage d'informations. Et c'est un codage d'informations extrêmement... qui est à la fois simple dans son alphabet, hein, il n'y a pas beaucoup de lettres, mais qui permet de stocker des grandes quantités d'informations. Et ces informations sont les informations qui sont nécessaires au fonctionnement et à la reproduction des organismes. Alors, on va parler aujourd'hui évidemment d'ADN humain, mais enfin, il y a tout un domaine de l'ADN ancien qu'on ne va pas aborder non plus aujourd'hui, mais qui touche les autres mammifères domestiques ou sauvages. Et alors évidemment, il y a une frontière entre l'étude du monde animal et de l'évolution humaine, parce qu'en particulier, toutes les espèces domestiques, enfin, je pense à mon collègue Ludovic Orlando, qui est à Toulouse, qui a travaillé beaucoup sur la domestication du cheval, par exemple. Bon, je vais en dire quelques mots tout à l'heure, mais voilà, le cheval, ça compte beaucoup dans l'histoire des hommes, et on fait de la paléogénétique aussi sur toutes ces espèces. Donc, en ce qui concerne les hommes, on parle d'un ADN qui comporte 3 milliards de paires de bases, hein, donc ces lettres. 3 milliards,2 paires de bases, c'est pas mal, hein. Ça représente une bibliothèque, enfin si on convertissait ça en texte, hein, c'est une bibliothèque avec des milliers de volumes, hein. Donc on peut stocker beaucoup d'informations là-dedans. Cet ADN dont je vous parle depuis un moment, c'est de l'ADN donc qui est contenu dans le noyau des cellules, et en particulier au moment des divisions cellulaires, on voit cet ADN s'organiser en chromosomes. Et donc, chez l'homme, on a 23 paires de chromosomes. On va revenir là-dessus dans un instant. Et cet ADN, c'est un ADN nucléaire qui, comment dire, est quand même assez difficile à saisir dès qu'on s'intéresse aux fossiles. Alors, on a la chance d'avoir une substance qui a une grande appétence pour certains supports minéraux, et en particulier pour l'os. Et donc, il y a des restes d'ADN qui se fixent dans l'os et qu'on peut récupérer. Et c'est assez, enfin, j'allais dire, c'est une grande chance finalement qu'il y ait cette affinité de l'ADN pour l'os. On a fait toutes sortes d'expériences qui montrent que, par exemple, si vous prenez un bout d'os dans lequel on a complètement détruit l'ADN, on a des moyens de le faire, ou même un bout d'os fossile dans lequel on sait qu'il n'y a pas d'ADN du tout, on le fait tremper dans un petit bocal avec une solution d'eau dans lequel il y a de l'ADN, et ben, quand on le retire de là quelques heures après, et ben, il est rempli d'ADN, et cet ADN il va rester là, fixé dans l'os, et on peut l'extraire, le séquencer, etc. Donc ça, c'est assez formidable. Mais vous allez voir que cet ADN nucléaire, donc celui du noyau, c'est pas celui qu'on a extrait en premier quand on a fait de l'ADN ancien, parce qu'il y a un autre ADN dont je vais vous parler, qui est l'ADN mitochondrial. Avant de passer à l'ADN mitochondrial, je voudrais quand même vous dire un mot sur la composition de cet ADN humain. Il y a une certaine confusion sur les termes, surtout pour les gens qui lisent la presse, ou même dans le langage courant, hein. On parle très souvent de gènes, de génomes, d'ADN, tout ça paraît être un petit peu pareil. Et en fait, pas du tout. Les gènes, enfin ce qu'on appelle les gènes, sont en fait des parties de cet ADN qui contiennent la recette pour fabriquer des protéines. Et c'est ça les gènes, c'est-à-dire c'est un code
qui est en fait une espèce de recette de cuisine qui va être utilisée pour fabriquer des protéines. Et ces gènes, c'est une partie du génome qu'on appelle l'exome, en fait représente une toute petite partie de l'ADN. C'est-à-dire que cette partie de l'ADN qui code des protéines, chez l'homme, c'est de l'ordre de 1,5% à peu près de toute l'ADN qui est contenu dans nos cellules. Donc les gènes, ben voilà, c'est ce petit truc-là dans l'ADN. Et dans l'ADN, il y a d'autres choses que des gènes. D'abord, il y a beaucoup de parties du génome qui sont répétées. Alors cet ADN qui est non codant, on a longtemps cru qu'il ne servait pas à grand-chose. Alors on sait maintenant qu'il y a une partie de cet ADN, à peu près un quart, quelque chose comme ça, qui sert quand même, enfin qui est absolument essentiel parce que c'est une partie de l'ADN qui, dans le fond, régule le fonctionnement des gènes. C'est-à-dire, en quelque sorte, sont des interrupteurs ou des robinets, si vous voulez, qui ouvrent et qui ferment la production de protéines par les gènes qui sont contenus dans notre génome. Et pour beaucoup de caractères, dans le fond, qui sont codés dans notre ADN, eh bien, ce qui compte, c'est autant, sinon plus, ce qui se passe dans la partie régulation que dans la recette de cuisine elle-même. Enfin, imaginez, vous êtes dans un restaurant, il y a un menu, il y a des tas de choses à manger. Dans le fond, ce qui va faire la différence entre un menu et un autre, ce n'est pas les ingrédients, c'est ce que le cuisinier va faire avec. Et le cuisinier, ben, c'est la partie régulatrice, justement. Donc ça compte énormément. Il y a autre chose aussi qu'il faut garder en tête à propos du génome, c'est qu'il y a à peu près 8% de ce génome qui est constitué de séquences d'origine rétrovirale, donc des virus qui ont implanté leur génome dans notre génome, enfin dans le nôtre ou dans celui de mammifères qui nous ont précédés il y a très longtemps. Et c'est parti, cet ADN d'origine rétrovirale, eh ben, il est resté là et parfois il joue un rôle dans le fonctionnement de notre génome. Alors je vous ai dit qu'il y avait un autre ADN. Alors vous allez voir, celui-là, quand on en parle, ça paraît être quelque chose de pas très important, mais finalement, dans le développement de la paléogénétique, ça a joué un très grand rôle. C'est l'ADN mitochondrial. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ADN mitochondrial? À côté de l'ADN qui est dans les noyaux des cellules et qui va donc fournir des chromosomes aux gamètes, et ces gamètes, en fusionnant, vont donner un génome nouveau d'un nouvel individu. À côté de celui-là, en dehors du noyau, dans le cytoplasme des cellules, il y a des petites organites qu'on appelle les mitochondries, qui ressemblent un petit peu à des bactéries, en fait. Et elles ressemblent à des bactéries. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est d'anciennes bactéries, en fait, qui ont été en quelque sorte incorporées dans les cellules des eucaryotes, qui sont devenues, alors est-ce qu'elles étaient parasites ou commensales de ces cellules? En tout cas, elles sont devenues une partie essentielle du fonctionnement de ces cellules, en particulier en ce qui concerne la production d'énergie. Et donc, non seulement elles ressemblent à des bactéries, mais à l'intérieur de ces mitochondries, il y a un ADN très simple qui comporte seulement 17 000 paires de bases. Alors, vous me direz, c'est pas mal, 17 000 paires de bases, mais c'est beaucoup moins que 3 milliards, hein. Et donc, on a 13 gènes, et c'est cet ADN qui se présente sous forme d'un anneau, en fait. C'est un ADN qui est, qui ne se recombine pas au moment de la reproduction. Donc, je reviens à mes chromosomes. Hein. Dans la production des gamètes, les gamètes, elles, n'héritent que d'un seul des chromosomes des cellules normales, si je peux dire. Alors, c'est une sorte d'échantillonnage aléatoire des deux chromosomes de départ, de chaque paire.
et c'est la fusion de deux gamètes qui ont chacune qu'un seul chromosome de chaque sorte qui va donner donc des cellules avec des paires de chromosomes. Donc il y a cette recombinaison qui fait que chaque individu est nouveau, et c'est toute la beauté de la reproduction sexuée. La reproduction sexuée, ça a été, si je peux dire, une invention formidable pour la vie, parce que ça a donné lieu à une variabilité qui n'existait pas du tout auparavant. Alors pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans les ovocytes puis les ovules, on a des cellules assez grosses avec un cytoplasme, et dans ce cytoplasme, il y a des mitochondries. Et ces mitochondries, elles-mêmes, elles ont la capacité de se reproduire, mais elles se reproduisent comme des bactéries, c'est-à-dire qu'elles se divisent, et donc à partir d'un génome comme ça, on produit deux autres génomes qui sont exactement identiques. Et comme il n'y a pas de mitochondries dans les spermatozoïdes, ça veut dire quoi? Ça veut dire, premièrement, que contrairement à l'ADN nucléaire, l'ADN mitochondrial, il se transmet des mères à leurs enfants sans modification, il n'y a pas de recombinaison, c'est exactement la même chose qui se perpétue. Alors, ce n'est pas exactement la même chose sur la très longue durée, parce qu'il peut y avoir des mutations qui vont changer un petit quelque chose dans cette séquence, mais normalement, ça ne change pas. Et puis, aussi, et je répète ce que je viens de vous dire, ce sont les mères qui transmettent ça à leur descendance et pas les pères. Et donc ça donne, si vous voulez, une capacité d'interprétation, notamment des relations d'ancêtres à descendants de phylogénie, qui est beaucoup plus simple que quand on veut traiter de 3,2 milliards paires de bases qui se recombinent à chaque génération. Et là, quand on veut démêler ce qui se passe du point de vue des relations ancêtres-descendants, c'est possible, on le fait, c'est tout le but de la génétique, mais c'est beaucoup plus compliqué au point de vue analyse, exploitation. Et alors, dernier point qui est vraiment essentiel aussi, c'est que l'ADN nucléaire, dans le fond, on en a 2 copies par cellule. Les mitochondries, il y en a en pagaille dans chaque cellule. Donc un ADN très simple, mais dont chaque cellule possède entre 100 et 1000 copies. Et donc, quand on va extraire d'un fossile un petit peu d'ADN qui s'est fixé sur l'os, je vous ai expliqué qu'il y avait cette appétence de l'ADN pour l'hydroxyapatite, eh bien, ce qu'on va trouver massivement, c'est cet ADN mitochondrial. Et donc, dans les premières études qui ont été faites en paléogénétique, eh bien, c'est essentiellement en fait cet ADN mitochondrial qu'on a analysé. Alors, il est intéressant, encore une fois, parce qu'il nous donne une information phylogénétique, mais il faut bien comprendre que du point de vue du codage de caractères particuliers, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est très important, intéressant, si on veut comprendre l'évolution humaine, parce qu'il ne nous dit pas grand-chose sur, dans le fond, les individus qui ont porté à l'intérieur de leurs cellules ces mitochondries avec cet ADN. Alors avant de parler plus en détail de ces recherches, je voudrais juste dire que, évidemment, avant de faire de la paléogénétique, on a commencé par faire de la génétique tout court. Donc ça fait très longtemps qu'on a reconnu ces 23 paires de chromosomes chez l'homme. Alors, des autosomes et puis des chromosomes sexuels. Ils sont visibles sous le microscope quand il y a des divisions cellulaires, donc ça c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. On a comparé ça d'une espèce à l'autre, ici homme, chimpanzé. Et puis ensuite, quand on a su séquencer de l'ADN de façon assez, j'allais dire, complète, eh bien on s'est lancé dans tout un tas d'études sur le génome de populations vivantes d'hommes ou d'espèces animales. Et donc il y a tout un monde de la génétique dont on ne va pas parler aujourd'hui, qui est le monde de la génétique des populations.
Je vous renvoie au cours de mon collègue Luis Quintana Murci, qui en parle très en détail. Mais sachez quand même qu'il y a une sorte d'interface entre ces études sur la génétique des populations et puis l'ADN ancien. Parce qu'évidemment, quand on a de l'ADN ancien, on essaie quand même de regarder ce qui se passe dans des populations existantes pour voir si on ne trouve pas un petit peu la même chose. Et puis aussi, le génome des populations vivantes actuelles dit quelque chose sur ce qui leur est arrivé dans le passé. Et en particulier, toute la question des origines africaines de notre espèce a été, si je peux dire, le croisement de la paléoanthropologie, enfin de la paléontologie humaine, c'est-à-dire de la découverte de fossiles, et puis de travaux sur le génome de populations actuelles, montrant, par exemple, au départ, c'était l'ADN mitochondrial, c'était le chromosome Y. Alors le chromosome Y, c'est un chromosome qui est dans notre ADN nucléaire, mais qui n'est transmis que par les hommes. Donc on a quand même dans le génome, on a une partie du génome qui est transmis des mères à leurs enfants des deux sexes, et puis ce chromosome Y qui est transmis des pères à leurs fils uniquement. Donc c'est des études comme celle-là qui ont montré que, dans le fond, tous les hommes vivant actuellement sur la planète, eh bien, descendaient d'ancêtres africains. Pourquoi ? Parce qu'on a une plus grande diversité en Afrique que dans le reste du monde, et surtout, ce qu'on trouve dans le reste du monde, c'est une branche de la variabilité africaine, aussi bien pour l'ADN mitochondrial que pour le chromosome Y. Alors venons-en à l'ADN ancien. Quand est-ce qu'on a commencé vraiment à rechercher, à étudier de l'ADN ancien? Alors c'est une idée qu'on a eue assez tôt, mais dans le fond on ne savait pas trop comment faire. Il y avait un problème de méthodologie qui n'était pas vraiment au point. Donc c'est en 1984 qu'on a publié pour la première fois une séquence d'ADN d'une espèce qui n'existait plus. Voilà. Vous voyez que, bon, j'emploie des mots, je dis une espèce qui n'existe plus, parce que, encore une fois, c'est un peu difficile de tracer une frontière très tranchée entre l'étude de l'ADN d'espèces vivantes et puis fossiles. Ça, c'est une espèce qui est le couaga, une espèce de zèbre, d'équidé qui existait en Afrique du Sud, qui a complètement été exterminé, donc il n'y en a plus. Mais enfin, il a été exterminé quand même il n'y a pas très longtemps. Hein. Et donc, est-ce qu'on appelle ça de l'ADN fossile? C'est un petit peu compliqué d'appeler ça un fossile, puisque dans le fond, c'est au moment de la colonisation de l'Afrique du Sud, dans une période historique récente, que cette espèce elle a été éliminée. Enfin, donc, toujours est-il qu'en 1984, il y a des chercheurs qui ont réussi à tirer de l'ADN de la peau d'un de ces couagas qui avait été gardé quelque part dans une collection, et qui ont publié dans la revue Nature donc un article sur le séquençage de l'ADN de ce couaga, mais tenez-vous bien, ils ont publié 221 paires de bases. On parle de génomes qui en comportent des milliards. Hein. Et donc là, on était absolument fou de joie d'avoir 220 paires de bases d'ADN mitochondrial, pas le vrai ADN, le compliqué, hein, le très simple. Et donc, ça a été une de ses premières publications. Alors pourquoi c'était aussi, bon, ça avait un côté extraordinaire, hein, parce qu'on s'est dit, bon, déjà à l'époque, hein, on s'est dit, un jour, on va reconstituer le génome d'espèces disparues, on va les ressusciter, etc. Donc ça a commencé assez tôt, cette espèce de fantasme. Mais surtout, bon, ce qui manquait à l'époque, c'est un certain nombre de techniques qui ont été inventées par la suite, en particulier une technique qu'on appelle la PCR, qui n'était pas encore inventée et qui a fait progresser énormément les recherches sur l'ADN ancien. Alors, très peu de temps après, en 1985, on a eu une autre publication qui a été faite par mon collègue et ami Svante Pääbo,
qui est sa première publication de paléogénétique qui l'a fait connaître, qui lui a ouvert une glorieuse destinée. Et c'était un article dans Nature sur l'ADN d'une momie égyptienne d'enfant dans lequel il avait trouvé de l'ADN. Alors là, déjà, on parlait de plusieurs milliers de paires de bases. Hein, donc, on avait déjà avancé dans le nombre de paires de bases qui étaient séquencées. Alors aujourd'hui, Svante, il n'est plus très sûr que c'est vraiment l'ADN de la momie qu'il a séquencé. De temps en temps, il se dit que c'est peut-être le sien d'ADN qu'il a séquencé à l'époque. Parce que vous allez voir qu'il y a un gros problème avec l'ADN qu'on n'a pas tout de suite vu et qui est un problème de contamination. On va en parler dans un instant. Et puis, alors, autre étape, alors là, bon, on fait un bond dans le temps de plus d'une dizaine d'années. Donc en 1997, là, il y a un autre article qui sort, qui est un article sur le séquençage de l'ADN d'un néandertalien. Et ce néandertalien, c'est celui de la vallée de Néandertal, hein, c'est le gisement de Feldhofer. Et on a un séquençage de l'ADN mitochondrial là, qui est beaucoup plus complet. À l'époque, d'ailleurs, dans ces publications de Krings, Pebo et compagnie, ils ont conclu que cet ADN, il est très différent, enfin, il est assez différent de l'ADN des hommes actuels, et que tous les ADN mitochondriaux des hommes qu'on connaît aujourd'hui, on n'a pas d'ADN mitochondrial semblable. Et donc, en gros, à l'époque, la conclusion, c'était les Néandertaliens n'ont rien à voir avec les hommes actuels, ce n'est pas leurs ancêtres, et il s'est passé, il n'y a eu aucun mélange, ni aucune relation d'ancêtre à descendant entre Néandertaliens et hommes actuels. Et puis, alors, depuis, dans les années 2000 et plus tard, vous allez voir que là, on a avancé énormément parce que, en particulier, on a commencé à séquencer de l'ADN nucléaire. Et donc là, on a réussi à avoir accès à des informations beaucoup plus complexes que juste en regardant l'ADN mitochondrial, des petits bouts d'ADN mitochondrial. Et on est arrivé à avoir des séquençages complets de l'ADN de certaines espèces éteintes, et en particulier d'hominines et des néandertaliens en particulier. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Il faut quand même que je vous dise rapidement comment on étudie cet ADN. Alors d'abord, il faut échantillonner ces os. Alors, au début, il fallait quand même pas mal d'os. Hein. Typiquement, les paléogénéticiens, ils séquençaient à peu près 500 mg d'os. Alors 500 mg, quand on dit 500 mg, ça fait un demi-gramme. Hein, on se dit... Alors, en fait... les conservateurs de musées qui ont dit d'accord pour 500 mg, parfois ils ont regretté ensuite, hein, parce que 500 mg, c'est un bout ça peut être un bout assez important. Alors aujourd'hui, on a baissé énormément cette quantité de prélèvement, heureusement, parce que ces fameux 500 mg, ça a donné lieu parfois à des prélèvements un petit peu excessif, destructeur sur des fossiles, et parfois par des gens qui n'étaient pas vraiment capables d'utiliser ces 500 mg ensuite. Hein. Donc voilà, ça a eu parfois des effets assez négatifs sur le développement de la discipline. Donc ensuite, il faut extraire cet ADN de l'os, hein, donc en gros on dissout l'os avec des acides, il y a toute une préparation chimique, et donc là on prépare ce qu'on appelle une librairie, c'est-à-dire en fait une collection de fragments d'ADN qu'on a retirés de l'os. Et vous voyez là il y a le terme d'amplification qui est déjà noté, c'est-à-dire qu'en fait on va essayer de trouver des techniques pour
en tirer le maximum et puis même à certains moments trouver un moyen de multiplier dans le fond ces fragments pour pouvoir les analyser plus facilement. Et puis ensuite, on va vers un appareil qu'on appelle un séquenceur qui, lui, va lire, dans le fond, cet alphabet qui est sur ces fragments. Puis une fois qu'on a lu cet alphabet, donc on a des bouts de texte, hein, on va comparer ces bouts de texte à des bases de données dans lesquelles on a le génome de toutes sortes de créatures. Pourquoi? Parce que quand on extrait de l'ADN d'un bout d'os, par exemple un bout d'os d'homme de Néandertal, évidemment, ce à quoi on s'intéresse, c'est le génome de l'homme de Néandertal. Mais malheureusement, dans l'os, il n'y a pas que de l'homme de Néandertal. Il y a des bactéries, des champignons, tout ce que vous voulez, des tas de choses qui peuvent se retrouver dans cet os-là. Et donc c'est très important de trier, dans le fond, ce qui est humain et de se débarrasser de tout ce qui est micro-organismes, pollution de toutes sortes. Mais une fois qu'on a fait ça et qu'on a retiré ce qui paraît être humain, on reste quand même confronté à un autre problème qui est celui de la contamination par de l'ADN humain. C'est-à-dire de l'ADN humain d'hommes actuels ou récent, mais qui a été en contact avec ce fossile. Donc il y a ce problème d'authentification, dans le fond, de se débarrasser de la contamination, puis après on a des bioinformaticiens qui analysent toutes ces données. Alors il faut voir que tout ce processus d'analyse, il a connu des progrès, des développements à peu près à toutes les étapes. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'extrait plus l'ADN comme on l'extrayait en 1985. La façon dont on construit les librairies, ça a énormément évolué. Enfin, encore une fois, toutes ces étapes ont connu énormément de progrès, mais alors en particulier, il y a une chose qui s'est produite, c'est que les machines avec lesquelles on fait ce séquençage, elles ont connu des développements techniques absolument extraordinaires. Et donc on est passé, là je vous montre simplement des machines qui sont celles que moi j'ai connues quand je travaillais à Leipzig dans notre institut, là. Donc depuis 2004 jusque, bon là j'ai mis des photos jusqu'en 2016. Donc ça c'est des machines que j'ai vues rentrer, si je peux dire, dans l'institut pour remplacer les précédentes. Vous voyez qu'on est passé de machines qui, pour chaque analyse, étaient capables de séquencer à peu près une centaine de fragments, à des machines, 12 ans après, qui étaient capables de séquencer 6 milliards de fragments, hein, dans le même temps et avec la même dépense. Tout ça pour des coûts qui étaient à peu près constants. Hein. Donc là, vous avez une autre visualisation de ces progrès. Donc c'est le nombre de kilobases, c'est-à-dire de milliers de nucléotides qu'on est capable de séquencer par jour sur une machine. Vous voyez qu'on est passé de 10 à 1 milliard ou quelque chose comme ça, hein, donc avec une accélération absolument extraordinaire. Et toutes les étapes que vous voyez là sont des étapes qui ne sont pas seulement liées au progrès des machines qui permettent le séquençage, mais aussi sont des étapes qui sont liées aux techniques, en particulier de techniques de construction de ces librairies que j'évoquais, qu'on essaie d'extraire des fossiles. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais disons qu'à la fin des années 80, on a inventé une technique qu'on appelle la PCR, Polymerase Chain Reaction, qui a donné un élan considérable donc, aux études sur l'ADN ancien, en augmentant la taille de ces librairies, en permettant un saut temporel très très important. Simplement, bon, un des problèmes de cette PCR, c'est que cette méthode, elle permet de dupliquer
pratiquement à l'infini des petits fragments d'ADN qu'on a dans notre bouillon, là, qu'on a extrait de notre os. Et le problème de la PCR, en tout cas dans ses versions initiales, c'est que ça amplifiait beaucoup cette fameuse contamination dont je parlais. Et donc c'est comme ça que parfois on a cru trouver de l'ADN ancien qui était pas si ancien que ça. Et puis ensuite, plusieurs années après, on est passé à d'autres techniques, en particulier le séquençage de nouvelle génération, avec sur des puces, avec une hybridation moléculaire sur des puces à ADN qui sont des supports, alors ça peut être en verre, en différents matériaux, sur lesquels on a des espèces de petits, de petits brins d'ADN qu'on implante et qui sont des brins qui vont venir capturer des parties du génome dans lesquelles on est particulièrement intéressé. Et donc, voilà, on a inventé des techniques qui ont permis progressivement d'extraire beaucoup plus d'ADN fossile de ces os que ce qu'on était capable de faire au départ. Et je vous l'ai dit, on a maintenant couramment, quand on a de l'ADN bien conservé dans un os, on arrive à reconstituer le génome complet avec plusieurs fois la couverture du génome d'un individu fossile. Et alors tout ça, ça s'est traduit par une chute des coûts du séquençage absolument extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais il y a eu un programme de séquençage du génome humain, où on a voulu séquencer le génome humain pour la première fois. Les budgets qui étaient envisagés, c'était des budgets en milliards de dollars. Et donc, pour faire le premier séquençage du génome humain, personne ne pouvait le faire. Et donc, c'est une espèce de consortium avec des labos de recherche dans des tas de pays, des entreprises privées, tout le monde s'y est mis. Et alors, assez curieusement, ce séquençage du génome humain, je crois que le coût initial prévu, c'était 4 milliards de dollars ou un truc comme ça, c'est vraiment énorme. Et alors, c'est assez rare dans les entreprises humaines, mais finalement, ça a coûté moins cher, beaucoup moins cher que ce qu'on croyait que ça allait coûter. Tout bêtement parce que dans le cours de ce projet, les machines sont devenues de plus en plus performantes. Et donc aujourd'hui, pour séquencer le même génome humain, le vôtre, ça coûte moins de 1000 dollars. Donc quelque chose qui coûtait des milliards de dollars coûte 1 million de fois moins aujourd'hui, même beaucoup moins. Et donc, l'abaissement de ces coûts, ça a permis de faire des choses absolument extraordinaires. Et en particulier, maintenant, on peut, avec des budgets de recherche qui ne sont pas forcément monstrueux, on peut séquencer le génome de plein d'individus qui sont reliés entre eux. Je ne parle pas de fossiles, mais même de populations vivantes. On peut faire des choses tout à fait extraordinaires. Alors, ce développement des recherches en paléogénétique, ça a permis de remonter dans le temps. Et donc la question que vous vous posez peut-être, c'est jusqu'où ? Parce que vous allez voir, cet ADN, il ne se conserve pas pour toujours. Il s'abîme au cours du temps. C'est-à-dire que cette chaîne très très longue, dès que l'individu est mort et qu'on parle d'ADN qui est conservé dans les ossements, cette chaîne elle va se fragmenter au cours du temps dans des fragments de plus en plus petits et de plus en plus rares. Et donc, il y a un moment où il n'y a plus d'ADN. C'est un petit peu comme le carbone 14, dont je vous ai expliqué qu'il disparaissait au cours du temps. L'ADN, c'est pareil. Et d'ailleurs, on a essayé plusieurs fois de calculer un temps de demi-vie pour l'ADN comme on l'avait fait pour le carbone 14. Vous savez, le carbone 14, je vous rappelle que tous les 5730 ans, il y en a la moitié qui a disparu. Et donc, on a essayé de faire ça pour l'ADN aussi. Mais alors, le problème avec l'ADN, c'est que autant le carbone 14, c'est un chiffre qui est fixé par la physique, qui est absolument inexorable. Pour le carbone 14, ça dépend d'énormément de conditions. Énormément de conditions, de plusieurs conditions, en particulier la température et le pH, et donc il n'y a pas de règle absolue.
Et donc, puisqu'on parle de température, ben, le voilà l'ADN le plus ancien qui a été trouvé. Il a été trouvé dans l'Arctique. Il a été trouvé au nord du Groenland, dans une zone où, alors l'été, évidemment, en bord d'océan arctique, on a des niveaux sédimentaires qui apparaissent. Et dans ces niveaux sédimentaires, il y a des niveaux de sol qui sont conservés. Alors la plupart pendant presque toute l'année, ils sont sous la glace, mais il y a un moment, l'été, où on peut venir en prendre un petit peu dans un pochon. Et donc j'ai des collègues danois qui ont des liens anciens avec le Groenland, qui ont entrepris de rechercher de l'ADN dans ces sédiments. Et bingo, ils ont trouvé de l'ADN dans les sédiments, qui est l'ADN de créatures qui ont vécu au moment où ce dépôt s'est formé. Et ce dépôt, il a 2 millions d'années. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on connaît de plus vieux comme ADN, j'allais dire validé, authentifié aujourd'hui. Et soit en passant, vous voyez qu'il y a 2 millions d'années, dans l'Arctique, dans le nord du Groenland, il y avait des lièvres, des mastodontes et toute une flore assez intéressante. Donc ça doit être un environnement assez curieux quand même, parce que même si c'est beaucoup moins froid que maintenant, on est toujours très haut en latitude, donc voilà, l'hiver arctique qui dure des mois, et puis l'été qui dure aussi des mois, c'était déjà là. Donc cet ADN, c'est donc de l'ADN qu'on appelle environnemental, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'ADN qu'on va extraire d'un fossile, d'un organisme, d'un individu, c'est de l'ADN qu'on pêche dans les sédiments. Alors, on fait ça dans des sédiments marins, on fait ça dans des sédiments continentaux, on fait ça aussi dans les sédiments de sites archéologiques. Je vais vous montrer ça dans un instant. Je fais une petite parenthèse. On n'a pas d'ADN de dinosaures. Donc, je ne sais pas si vous êtes des fans de Jurassic Park, mais l'histoire, c'est quand même qu'un moustique a piqué un dinosaure et qu'on peut extraire de l'ADN du moustique et que grâce à ça, on peut fabriquer un dinosaure. Enfin, je résume le film. Mais cette idée-là, elle vient en fait d'une publication scientifique. Il y a des chercheurs qui ont prétendu être capables d'extraire de l'ADN d'insectes conservés dans de l'ambre et vieux de dizaines de millions d'années, donc de l'époque des dinosaures. On y a presque cru pendant un moment. Alors finalement, maintenant on sait que non, on sait que c'est de la contamination. Donc malheureusement, il n'y a pas d'ADN ni de moustiques ni de dinosaures conservés dans de l'ambre qui permettent de remonter à ces périodes-là. Je vais parler du rôle de la température. C'est vraiment quelque chose d'assez, j'allais dire, dramatique. Voilà, toutes ces croix-là, ce sont des sites où on a trouvé de l'ADN qui a plus que 30 000 ans. Donc là, on a fait quand même un saut dans les ordres de grandeur. On parlait de millions d'années. Donc on a cet ADN environnemental qui a 2 millions d'années dans l'Arctique. On a de l'ADN qui vient d'éléphants, alors toujours dans des zones gelées, en Alaska, en Sibérie, on a 2 ou 3 éléphants pour lesquels on a de l'ADN qui a à peu près 1 million d'années. On a un cheval qui vient du Yukon dans lequel on a de l'ADN à 700 000 ans. Mais tout ça, évidemment, ce n'est pas des endroits où, j'allais dire, nos ancêtres ont habité, pour commencer, et puis ça reste très, très exceptionnel. Donc en fait, le gros des études en paléogénétique, c'est quand même les derniers 100 000 ans. Alors il y a des choses plus anciennes, on a de l'ADN de néandertaliens anciens qui a à peu près 400 000 ans en Espagne, mais un site un peu exceptionnel. Donc voilà comment se répartissent ces sites où on peut aller au-delà de 30 000 ans. Et vous voyez que malheureusement, dès qu'on arrive dans cette zone rouge, là, alors cette zone rouge, c'est quoi? Ça, c'est les températures annuelles moyennes qui sont représentées par des couleurs.
Et donc, voilà, dès qu'on est dans des zones tropicales, chaudes, l'ADN, c'est fini. Hein. L'ADN ancien, il faut un peu oublier. Alors, il y a un site en Afrique du Nord, là, vraiment, dans le nord du Maroc, où on a de l'ADN qui a un petit peu plus de 20 000 ans. Et c'est un site qui est en altitude, à 1000 mètres d'altitude, à Taforalt. Mais c'est tout. Après, toute l'Afrique, voilà, on n'a que de l'ADN qui est relativement récent. Alors ça, c'est quand même très embêtant parce que l'essentiel de l'évolution des hominines et de l'évolution humaine, c'est quand même là que ça se passe. Hein. Donc on connaît énormément de choses sur, dans le fond, les marges du domaine des hominines, mais on connaît peu de choses ou presque rien sur ce qui se passe dans les zones tropicales où l'essentiel s'est produit. Et donc ça, c'est certainement une grande limitation à ces études d'ADN anciens. Je vous ai parlé de la contamination. En fait, assez vite, surtout quand on a utilisé la PCR, on a commencé à se poser des questions sur cette histoire de contamination. Je blaguais tout à l'heure à propos de mon collègue qui a été rendu célèbre par le séquençage de l'ADN d'une momie qui était peut-être son propre ADN. En fait, de l'ADN, il y en a partout. Il y en a partout autour de nous. D'ailleurs, vous savez certainement, si vous suivez n'importe quelle série policière à la télévision, qu'on peut détecter la présence d'individus juste parce qu'ils ont touché un objet. Dans un appartement, sachez qu'une grande partie de la poussière qui jonche les meubles sont des cellules humaines mortes, hein, des cellules de peau qui se baladent et qui finissent sur les meubles. Donc de l'ADN, malheureusement, je vous dis, il y en a partout. Et évidemment, les fossiles, surtout ceux qui ont été trouvés il y a longtemps, ils ont été manipulés par des tas de gens. Et donc ça, pendant très très longtemps, ça a été vraiment un problème parce que dans le fond, on ne savait pas trop. On savait se débarrasser de l'ADN de micro-organismes dans les analyses, mais on ne savait pas trop comment se débarrasser de l'ADN des paléontologues. Hein. Évidemment, on a pris énormément de précautions, de plus en plus, pour prélever ces fossiles, pour les échantillonner. Vous voyez, là, une photo de mon collègue Johannes Krause qui est dans comment dire, une pièce qui est sous pression contrôlée, avec un flux d'air qui sort, qui empêche la poussière de rentrer, des filtres partout, des lumières ultraviolettes qui tuent l'ADN, etc., des masques, des combinaisons, des gants en caoutchouc. Bon, voilà. Mais après, s'il y a déjà un bout d'ADN moderne là-dedans, comment on fait? Alors, il y a eu un progrès très considérable qui a été opéré il y a quelques années, enfin dans les années 2000, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait en fait un moyen de repérer l'ADN fossile, enfin de le séparer de l'ADN récent, de la pollution. Pourquoi? Eh bien parce que, je vous expliquais que l'ADN au cours du temps, il se dégradait en se fragmentant. Donc périodiquement, on a des fragments de plus en plus petits. Alors, soit dit en passant, déjà, la taille des fragments, ça donne une idée. C'est-à-dire, si vous avez des fragments qui sont très très longs, il y a des chances qu'ils ne soient pas si vieux que ça. Hein. Donc, la taille des fragments, ça compte. Mais surtout, il y a autre chose qui compte, c'est que ces fragments, en fait, à l'extrémité de ces fragments, il se produit un phénomène qu'on appelle la désamination, c'est-à-dire le remplacement. Vous vous souvenez qu'on avait ces 5 lettres, ces 5 bases azotées qui sont l'alphabet de l'ADN. Eh bien, il y a un processus chimique qui fait en particulier que la cytosine, ce n'est pas le seul, hein, la cytosine est remplacée par quelque chose qu'on appelle l'uracile, qui normalement n'a rien à faire dans notre génome, mais c'est un processus chimique de dégradation de ces bases azotées. Et donc, quand on mesure la fréquence de ces bases azotées, en particulier l'uracile, le long d'un fragment d'ADN qui vient d'un échantillon fossile, ce qu'on voit, c'est qu'aux extrémités du fragment, on a tout d'un coup une augmentation de cette fréquence.
Et en gros, c'est quoi? C'est le fait que les bouts des fragments s'abîment, ils sont soumis à une altération chimique qui ne concerne pas le cœur du fragment. Et donc, en gros, quand on a un échantillon fossile, eh bien, on voit ce phénomène très très marqué sur l'extrémité du fragment, et quand on a un fragment moderne, récent, eh bien, la courbe, elle est là, elle est plate, il ne se passe rien du tout. Donc l'ADN tout frais, celui qu'on vient soi-même de mettre dans l'échantillon, c'est celui-là, et donc on sait repérer l'ADN ancien. Alors, une fois qu'on a eu repéré ça, on a su comment faire le tri dans les librairies entre ce qui était fossile et ce qui était contamination. Et puis aussi, quand on séquence ces fragments, eh bien, on sait que les 10 ou les 15 derniers nucléotides là-bas en bout de fragments, il faut les couper, il faut les ignorer parce qu'ils ont été modifiés, altérés par ces processus taphonomiques. Alors, soit dit en passant, ça aussi, ça veut dire que quand vous passez de fragments qui font plusieurs centaines de paires de bases à moins de centaines de paires de bases, puis après 200 paires de bases, 150 paires de bases, 100 paires de bases, il y a un moment où ils deviennent très petits, et si en plus vous coupez 15 paires de bases à chaque bout, à la fin, il vous reste pratiquement plus rien, et donc on n'a plus le moyen dans le fond, de trouver des recouvrements entre tous ces fragments pour reconstituer des séquences très très complètes. Et c'est comme ça qu'on atteint une sorte de limite chronologique dans l'exploitation de cet ADN ancien. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec tout ça? Bon, là, maintenant, je vous ai expliqué un petit peu comment on avait séquencé cet ADN, comment on avait réussi à avoir des librairies de plus en plus riches et des méthodes de plus en plus sophistiquées pour détecter la contamination, l'exploitation de ces séquençages. Donc, la première préoccupation des paléogénéticiens, ça a été dans le fond, d'exploiter leurs résultats en termes phylogénétiques. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que quand on avait séquencé pour la première fois l'ADN mitochondrial de cet homme de Néandertal de Feldhofer, voilà, on nous avait dit à l'époque, c'est un ADN mitochondrial qui n'a rien à voir avec l'ADN de tous les hommes qu'on connaît aujourd'hui, donc il n'y a pas de relation entre Néandertal et Sapiens, non seulement ce n'est pas notre ancêtre, mais il ne s'est pas hybridé avec nous, etc. Enfin bref. Alors, ces premiers travaux de paléogénétique à visée phylogénétique, ça a été un peu réinventer l'eau chaude quand même. Hein. C'est-à-dire, dans le fond, les paléontologues eux-mêmes, ils avaient bien vu qu'il y avait des néandertaliens en même temps que les sapiens, que c'était très improbable que les néandertaliens soient les ancêtres des sapiens. Donc, bon, disons, ça a été, évidemment, les généticiens pensaient que leurs données à eux étaient beaucoup plus solides et convaincantes. Bon, peut-être pour les généticiens, pour les paléontologues, eux trouvaient que c'était pas mal déjà de faire de la paléontologie. Et donc tout ça, je vous l'ai dit, c'est fondé sur le fait que on avait chez les néandertaliens des séquences de nucléotides qu'on ne trouvait jamais dans les références modernes. Donc on avait une référence de séquence d'ADN mitochondrial qui a été établie, je crois, sur plus de 10 000 individus. Et alors il y a des variations dans cette séquence, mais il y a des choses qui ne varient pas, et il y a des localisations sur l'ADN mitochondrial où chez tous les néandertaliens qu'on analysait, on trouvait toujours un nucléotide, une base azotée qui était différente de celle qu'on trouvait chez cette référence moderne et qui était toujours la même. Donc on avait une espèce de motif néandertalien, et ça, bon, ça a été, je dois dire, assez appréciable parce que ça permettait déjà d'identifier génétiquement des néandertaliens. Et puis ensuite, quand on a eu
des génomes mitochondriaux complets, parce qu'on a fini par séquencer entièrement ce génome néandertalien avec un certain nombre d'individus. Donc vous voyez, ça ne remonte pas quand même à la nuit des temps. Hein. C'est le séquençage de plusieurs génomes mitochondriaux de néandertaliens, c'est 2009. Hein. Donc c'est assez récent en fait. Hein. Et là, donc on a vu que ces néandertaliens se distinguaient complètement des hommes actuels. Hein, donc voilà, tout ça, c'est des génomes mitochondriaux de populations africaines, non africaines, et là, nos néandertaliens. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé ce qu'on savait du génome mitochondrial des chimpanzés pour, dans le fond, calibrer une horloge moléculaire et dire non seulement les néandertaliens, c'est le groupe frère des sapiens, c'est pas leur ancêtre, mais en plus on va pouvoir estimer la date à laquelle ont divergé ces deux lignées. Alors pour tout vous dire, on s'est assez lourdement trompé à l'époque. Pourquoi ? Eh bien parce que dans le fond tout ça, ça se fonde sur l'idée que, bon, d'une part on connaît la date de divergence des chimpanzés, enfin des ancêtres des chimpanzés et des ancêtres de l'homme. Tout le monde n'est pas absolument d'accord sur le fait qu'on connaît vraiment cette date, mais bon, mettons ça de côté pour l'instant. Mais même si on donne un chiffre de 6, 7, 8 millions d'années, ensuite, on suppose qu'il y a un taux de mutation de cet ADN mitochondrial qui est constant au cours du temps. Et en fait, bon, on s'est rendu compte que on s'en est surtout rendu compte pour l'ADN nucléaire, en fait. On s'est rendu compte que ce taux de mutation, ben, il variait, et en particulier pour l'ADN nucléaire, il a varié de façon assez spectaculaire. On s'était trompé à peu près de 100%, hein, enfin de 50%, c'est-à-dire on voyait un taux beaucoup plus rapide que ce que l'on a découvert quand on a pu séquencer le génome d'hommes actuels pour lesquels on avait les parents, les grands-parents, les enfants. Donc là, on a pu mesurer combien il y avait de mutations à chaque génération. On s'est rendu compte que c'était beaucoup moins que ce qu'on avait compté dans ces horloges moléculaires. Enfin, tout ça pour dire que toutes ces études qui ont été faites d'abord sur l'ADN mitochondrial, ensuite sur l'ADN nucléaire, les paléogénéticiens nous disaient que la divergence entre Néandertal et Sapiens, ça doit être vers 400 000, 350 000, 450 000, des chiffres de cet ordre-là. Il y avait un désaccord avec les paléontologues. Pourquoi ? Parce que certains, comme moi, disaient mais c'est pas possible, parce qu'on a déjà des néandertaliens à 400 000, donc la date de divergence, elle ne peut pas être plus récente que ça, elle est forcément plus ancienne. Alors aujourd'hui, on a pas mal, on a pas mal révisé ces dates, et d'une façon générale, on a beaucoup vieilli cette divergence. Alors pas seulement pour Néandertal et Sapiens, mais aussi d'ailleurs pour les chimpanzés et les hommes d'ailleurs, et puis beaucoup d'autres lignées de primates, parce qu'on s'est rendu compte que notre calibrage de l'horloge moléculaire était fausse. Donc il y a eu tout ce travail de construire des arbres, alors des arbres qui pouvaient être assez simples, comme ceux que je vous montre là, et puis après des arbres un petit peu plus compliqués quand on a commencé à avoir les génomes de différentes populations de néandertaliens, de différentes populations de sapiens anciens. Alors l'autre grande découverte, si je peux dire, avancée, qui a été vraiment, qui a marqué beaucoup les esprits, ça a été la découverte de phénomènes d'hybridation entre sapiens et Néandertal. Alors comment cette hybridation elle a été mise en évidence ? Bien parce que en fait, donc le génome des hommes actuels il varie, hein, il y a à peu près un nucléotide sur 1000 qui varie d'un individu à l'autre. Hein, si vous prenez des gens au hasard, c'est à peu près de cet ordre-là. Normalement, si tous les hommes actuels ont une origine commune récente, et c'est ce qu'on a de nombreux
arguments pour défendre cette hypothèse-là. Eh ben, quand on compare les variations du génome des populations actuelles et les différences qu'on observe entre elles, et qu'ensuite on compare ça avec le génome néandertalien, qui lui est quand même beaucoup plus différent, normalement, toutes les populations actuelles devraient être à la même distance de ce génome néandertalien, en termes de nombre de différences. Hein. Ben, en fait, non. En fait, les Africains, enfin les populations africaines, sont un petit peu plus éloignés des Néandertaliens que les Européens, les Asiatiques, etc. Et un tout petit peu. Hein. Et donc, la seule façon qu'on a eue d'expliquer ça, ça a été de dire, bah d'accord, tous les hommes actuels ont une origine commune récente, donc au départ, ils ont tous le même génome, avec des variations, mais ces variations, elles sont faibles, et de toute façon, elles les maintiennent à la même distance, tous des Néandertaliens. Mais ensuite, les populations qui sont sorties d'Afrique se sont hybridées avec les Néandertaliens, et donc il y a un petit peu d'ADN néandertalien qui est rentré dans leur génome, et c'est pour ça que les non-africains sont quelques millimètres plus près du génome néandertalien que les autres. Alors depuis, on a creusé énormément cette question, pas que pour les Néandertaliens, pour d'autres groupes d'hominines fossiles, en particulier les Denisoviens, qui sont un groupe frère des Néandertaliens qui vivent en Asie, et qui sont séparés des Néandertaliens il y a à peu près 400-450 000 ans. Et donc on a réussi à établir qu'on avait dans le génome des hommes actuels hors d'Afrique environ 2%, alors ça varie d'un individu à l'autre, hein, mais en moyenne c'est de l'ordre de 2% d'ADN d'origine néandertalienne qu'on va trouver chez ces formes actuelles, et ça varie un petit peu d'une région à l'autre. Il y en a un petit peu plus en Asie, un petit peu moins en Europe, etc. Et l'idée, c'est que, en fait, cette introgression d'ADN néandertalien dans le génome des sapiens, elle s'est produite tout de suite, si je peux dire, à la sortie d'Afrique, probablement au Proche-Orient. Pourquoi ? Parce qu'on trouve ces 2% partout. On les trouve en Europe, en Asie, en Amérique, en Australie, dans des endroits où il n'y a jamais eu de néandertaliens. Donc ce n'est pas localement que cette hybridation elle a eu lieu au départ, si je peux dire. Ce qui n'empêche pas qu'ensuite, dans différentes régions, il y a eu des introgressions supplémentaires. Par exemple, les premiers sapiens qui arrivent en Europe, ils ont un second shot, si je peux dire, d'ADN néandertalien. En Asie, et alors surtout dans les régions Australie, Nouvelle-Guinée, là il y a en plus un peu d'ADN dénisovien qui va se rajouter à tout ça. Enfin voilà, donc on a, pour en rester aux néandertaliens, on a à peu près 2% d'ADN néandertalien dans notre génome, et je vous l'ai dit déjà assez souvent, quand on met tous les 2% de tout le monde ensemble, eh ben, en théorie, on devrait avoir 100% de l'ADN néandertalien. On ne l'a pas, on n'a que 40%. Et ça, c'est lié au fait que, en fait, il y a eu une purge de notre génome, assez rapide d'ailleurs. On a des arguments qui montrent que c'est quelque chose qui probablement s'est produit presque tout de suite après ces épisodes d'hybridation. Et donc la sélection naturelle a nettoyé, si je peux dire, notre génome d'à peu près 60% du génome néandertalien qui apparemment ne faisait pas bon ménage avec le génome des sapiens. Donc les gens qui étaient porteurs d'ADN néandertalien au mauvais endroit, si je peux dire, ceux-là, ils n'ont pas eu de descendance. Donc ils ne sont plus là. Alors bon, on pourrait parler très longuement de ces histoires d'hybridation. Donc on a même survendu, si je peux dire, l'hybridation. C'était un truc extraordinaire. On a parlé énormément. En plus, ça plaisait beaucoup. Voilà, on se mélange, on s'hybride, on se métisse, etc.
bon, moi j'ai tendance à tempérer un petit peu ça. Pourquoi? Parce que quand on dit 2% d'ADN, en général on ne dit jamais 2% de quel ADN. Je vous rappelle qu'il y a dans l'ADN 1,5% qui code des protéines, après il y a de l'ADN qui régule les gènes, et puis après il y a de l'ADN, des copies, des pseudogènes, de l'ADN rétroviral, enfin des tas de trucs. Donc les 2%, c'est quoi? Alors ça, en général, les paléogénéticiens n'aiment pas trop répondre à cette question-là. Bon, peut-être qu'ils ne savent pas, mais ce n'est pas facile de répondre. Mais ce qui est vrai, c'est que si on regarde dans l'exome, c'est-à-dire dans la partie codante, dans les fameux 1,5%, et qu'on cherche là de l'ADN néandertalien, bah, il y en a, il y a des gènes, hein, voilà, en voilà quelques-uns. Alors ce sont des gènes qui sont surtout... Enfin, disons, il y a deux choses. Il y a des choses qui sont liées à l'environnement, les ultraviolets, la peau, les cheveux, les taches de rousseur, tous ces trucs-là. Et puis ensuite, il y a des choses qui sont liées à l'immunité, système HLA. Et là, ça se comprend. C'est-à-dire, si vous avez des migrants qui arrivent quelque part où il y a des pathogènes contre lesquels les populations locales sont protégées, mais pas eux, dès qu'ils vont s'hybrider, la sélection va fixer ces gènes-là. Mais en fait, quand on compte le nombre de gènes qui ont été positivement, de gènes codants, hein, je parle de l'exome, qui ont été positivement sélectionnés, qui ont une origine archaïque, soit dénisovienne, soit néandertalienne dans le génome de population actuelle, voilà, disons on en a 2 douzaines pour lesquelles on a des fréquences assez élevées, pas partout, dans certaines populations, mais c'est de cet ordre-là, hein, c'est pas sur plus de 20 000 gènes, c'est pas énormément. Donc 2,5%, on ne sait pas trop. Enfin, toujours est-il que par la suite, on s'est rendu compte que cette histoire d'hybridation, en fait, c'était un truc qui était arrivé tout le temps. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a des populations, des espèces qui se remplacent, eh ben, ça existe. Alors, on sait, bon, là, je ne veux pas détailler toutes les flèches rouges dans tous les sens qui vous montrent comment les Denisoviens, les Néandertaliens, les sapiens d'origine africaine ont échangé un petit peu de matériel, génétique. En général, ce n'est pas beaucoup, hein, c'est quelques pourcents. On se rend compte maintenant aussi qu'il y a des parties du génome qui sont ce qu'on appelle super archaïques, c'est-à-dire des choses qui étaient avant les Néandertaliens, avant les Denisoviens, mais qui ont fini par faire leur chemin jusque dans le génome d'homme actuel. Alors, c'est encore beaucoup moins que du génome néandertalien, évidemment. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez, j'allais dire, trivial, banal, et qu'on analyse, qu'on trouve de façon assez systématique. Alors on a même eu la chance, c'est tout à fait remarquable, enfin c'est arrivé une fois, de mettre la main sur un hybride de première génération. Alors ce n'est pas un hybride de néandertalien et de sapiens, c'est un hybride de dénisovien et de néandertalien, mais ce petit bout d'os, là que vous voyez en haut à droite, c'est un bout d'os qui a appartenu à une hybride de Denisoviens, de Denisoviennes et de Néandertaliens. De Néandertaliens et de Denisoviennes. Voilà. Donc on a trouvé ça une fois. Alors, ce qu'on sait aussi de ce génome des Néandertaliens présents dans notre génome de Sapiens et d'importance de cette hybridation, c'est qu'on a quand même pas mal d'indices, enfin plusieurs indices qui suggèrent que les hybrides... Alors, je vous ai parlé déjà de ces 60% d'ADN qui ont été nettoyés par la sélection naturelle, mais on a en plus l'indication que probablement les hybrides mâles étaient peu féconds, voire stériles. Hein. Donc on a, voilà, quand on regarde la représentation de
de l'ADN néandertalien dans le chromosomique, c'est aussi l'expression du génome néandertalien dans certains tissus, en particulier les organes sexuels mâles. On voit qu'il y a probablement eu un problème pour les hybrides mâles. Alors beaucoup plus récemment, dans le fond, on est devenu de plus en plus ambitieux. Après la phylogénie et après cette histoire d'hybridation, on s'est intéressé à d'autres questions, et en particulier, on a essayé de reconstituer la démographie de ces populations. Alors quand je dis démographie, ça touche plusieurs aspects. D'abord un aspect de taille des populations, et on a utilisé différentes techniques de bioinformatique. Bon, comme le génome d'un individu il est composé pour moitié du génome de sa mère et de son père, on peut essayer de regarder dans quelle mesure ces deux génomes ils se ressemblent ou ils ne se ressemblent pas. Et puis les génomes des parents eux-mêmes étant composés du génome des grands-parents, on peut essayer d'utiliser des modèles mathématiques pour remonter dans le temps et mesurer les variations. Alors c'est essentiellement en fait les variations de ce que les généticiens appellent la taille de la population effective. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de taille de la population effective? C'est le nombre d'individus qu'il faut dans les ancêtres directs pour expliquer la variabilité qu'on observe dans une population. Alors il y a un lien, mais ce n'est pas un lien évident entre le nombre d'individus qui se reproduisent et le nombre d'individus de la population, parce qu'il y a des tas d'individus qui n'ont pas de descendance. Donc il y a une la taille de la population effective, c'est toujours plus faible que la taille de la vraie population. Enfin, normalement, les deux devraient être liés, et donc on a accès à cette taille de la population effective, et vous voyez qu'on a fait des reconstitutions, alors en remontant depuis le présent vers le passé, de la taille de ces populations effectives. Alors, toutes ces traits de couleur ici, plutôt bleutés, multicolores, ce sont des populations actuelles. Vous voyez, elles sont évidemment, elles sont nombreuses aujourd'hui. Et puis, on peut remonter dans le temps et voir qu'il y a eu dans le passé des goulots d'étranglement. Alors, vous voyez, il y en a un là entre 1 million d'années et 500 000 ans. Vous voyez aussi que cette ligne rouge et cette ligne noire qui représentent des néandertaliens et des dénisoviens connaissent une évolution démographique complètement différente, avec surtout à la fin de leur évolution une baisse assez grande de la diversité, de la variabilité génétique de ces populations. Alors on interprète tout ça en termes, encore une fois, démographiques, de taille des populations. Et c'est sans doute vrai que les Néandertaliens ou les Dénisoviens qui ont vécu dans nos régions représentaient des populations très très faibles. Vous voyez là, ce sont d'autres méthodes qui sont utilisées pour reconstituer ces tailles de population effectives. Enfin, je ne suis pas sûr que vous puissiez lire les chiffres, mais vous voyez, cette partie rouge de l'arbre là vous montre des tailles de population pour des Néandertaliens qui se chiffrent en centaines d'individus. Donc c'est quand même des populations très très faibles en taille. Alors la critique qu'on fait souvent à ces méthodes-là, c'est que on sait qu'il y a d'autres facteurs qui affectent la taille de la population effective, et notamment la structuration des populations. C'est-à-dire que le fait qu'une grande population, une métapopulation se reproduise de façon un petit peu indifférenciée, isotropique si je peux dire, n'importe quel individu peut se reproduire avec n'importe quel autre, c'est quand même quelque chose d'un peu théorique, parce que, en particulier pour les populations humaines, on sait que souvent ce n'est pas le cas. Et donc, voilà, on se reproduit plus facilement avec des gens qui vous ressemblent, qui parlent la même langue, ou qui vivent dans un groupe social particulier. Et donc, on sait que la structuration, la différenciation de groupes a un effet
d'abaissement de la taille de la population effective. Donc on ne sait pas toujours différencier les effets de démographie et ces effets de structuration de la population. Alors, il y a un autre aspect de la démographie auquel on a accès au niveau de la reproduction, c'est par exemple la parenté entre les individus qu'on va trouver dans un site. Et là, par exemple, c'est un exemple tout à fait frappant qui a été publié il y a une dizaine d'années par un de mes collègues de Leipzig. Donc ça, c'est un orteil de néandertalienne hein, qui vient de l'Altaï russe. Et donc, on a extrait de l'ADN de cet orteil. Et donc, stupeur, les parents, donc on peut déterminer le degré de parenté donc, du père et de la mère de cette néandertalienne. Et donc, vous voyez que là, on a... Alors, les parents, c'est soit des demi-frères et sœurs, donc c'est quand même assez proche, soit des doubles cousins. Alors, je ne sais pas si vous savez, c'est les doubles cousins, mais moi, il m'a fallu un petit moment pour comprendre ce que c'était les doubles cousins. On est cousins germains à la fois du côté maternel et du côté paternel, donc c'est quand même très proche parenté, mais alors, il y a des trucs encore plus exotiques, si je peux dire, grand-père, petite-fille, tante, neveu, voilà. Donc, quand même, dans ce cas-là, en tout cas, ces néandertaliens qui vivent dans l'Altaï, une endogamie quand même assez marquée, donc population faible, faible variabilité, et puis endogamie très, très forte. Et puis ensuite, on peut voir ça à un niveau, non pas d'individus, mais de groupes. Et ça, c'est une étude que je vous ai, je pense, montrée l'année dernière quand on a parlé justement de démographie et de reproduction. Il s'agit des Néandertaliens toujours de l'Altaï, hein, d'une grotte qui s'appelle Chagirskaya. Et on a la chance dans cette grotte d'avoir une grande quantité, ça se chiffre en centaines, hein, de fragments d'ossements néandertaliens. Donc on a identifié de nombreux individus. On a la chance même d'avoir, si je me souviens bien, un père et sa fille, quand même, c'est quand même extraordinaire. Et on peut regarder une chose, c'est calculer l'âge probable de l'ancêtre commun de tous ces individus, soit en prenant le chromosome Y, et là, on regarde l'ancêtre commun de tous les hommes qui ont été trouvés dans le site, ou l'ADN mitochondrial, et là, on regarde l'ancêtre commun. Alors, pas de toutes les femmes, mais disons du côté maternel, des hommes et des femmes qui sont dans le site. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une très grande différence entre chromosome Y et ADN mitochondrial, une différence qui est comparable à ce qu'on trouve en gros chez les gorilles de montagne actuellement. Et ça traduit quoi? Ça traduit le fait que, en gros, tous les mâles qui sont dans ce groupe, bon, ils ne sont pas des centaines, hein, c'est quelques individus, mais sont des mâles qui sont apparentés, qui sont des cousins, des choses comme ça, peut-être même des demi-frères, des frères. Et par contre, les femelles qu'on trouve dans le site, ben, elles viennent d'ailleurs probablement parce que leur ancêtre commun il est beaucoup plus loin dans le temps. Et donc ça c'est vraiment intéressant parce que c'est un comportement qu'on trouve chez des primates, chez les chimpanzés par exemple, on trouve ça. Hein, les femelles sont beaucoup plus mobiles que les mâles. De toute façon, les mâles chimpanzés, ils ont intérêt à ne pas sortir de leur groupe parce qu'il leur arrivera malheur, alors que les femelles elles seront accueillies à bras ouverts, si je peux dire, s'il y a des échanges de groupe. Et donc on a aussi dans les populations actuelles, récentes, traditionnelles, c'est généralement des populations qui sont dites patrilocales, c'est-à-dire c'est plutôt les femmes qui vont vivre dans la famille de leur époux que le contraire. Et alors, je veux quand même vous montrer un exemple que moi je trouve tout à fait extraordinaire. Alors là, on sort des Néandertaliens, on s'approche de la période actuelle. Il s'agit d'un mégalithe qui a été étudié en Grande-Bretagne, près d'une ville qui s'appelle Hazleton. Et alors, c'est un type de mégalithe qui date du début du néolithique, et on a des chambres funéraires dans lesquelles on a des centaines d'ossements qui ont été découverts.
Alors autrefois, enfin, depuis qu'on fait de l'archéologie, hein, on a vidé des tas de mégalithes comme ça qui étaient remplis d'ossements. Mais là, depuis qu'on a ces outils de la paléogénétique, on arrive, enfin moi je trouve, on arrive à faire des choses absolument extraordinaires. Et donc ces gens du début du néolithique, donc c'est vraiment très peu de temps après le début de l'agriculture en Grande-Bretagne. Donc ils sont inhumés dans 2 chambres comme ça qui ont une forme en L. Et alors on a pu reconstituer toute la généalogie de ces individus. Et ce qu'on voit, c'est que en fait c'est une famille étendue sur 5 générations qui a été enterrée là. Enfin moi je trouve ça formidable, quoi. C'est-à-dire d'abord, c'est un homme avec 4 femmes, donc on ne sait pas s'il les a eues en même temps ou successivement, mais il a 4 femmes, et chacune de ces femmes a eu une descendance, et donc on a, encore une fois, sur 5 générations, cette descendance, et on a même pu regarder comment les descendants d'une des femmes ou d'une autre sont groupés ou non dans ces chambres funéraires, donc c'est quelque chose qui est très très structuré. Donc on a accès non seulement au comportement funéraire, mais aussi à la structure sociale de ces groupes et leur comportement. Parce que, soit en passant, on ne trouve pratiquement pas de femmes adultes, il y a des enfants féminins, mais il n'y a pas de femmes adultes, et probablement que ces femmes adultes, justement, elles font comme ils font comme les Néandertaliens ou les chimpanzés, c'est-à-dire les femmes, elles sont probablement inhumées ailleurs, et peut-être qu'il y a cette mobilité aussi féminine qu'on trouve de façon assez répandue. Donc ça c'est vraiment extraordinaire. Alors pour finir, je voudrais quand même vous signaler 2 ou 3 autres choses qu'on fait avec la paléogénétique qui me paraissent très très importantes. On n'a pas le temps de développer ça beaucoup, mais il y a tout un pan de la recherche qui s'intéresse à la génétique des agents pathogènes. C'est-à-dire qu'on peut reconstituer le génome des gens, mais on peut aussi reconstituer le génome des germes infectieux qui portent dans leur corps, dans leurs ossements. Et en particulier, il y a de nombreux travaux qui ont été faits sur la peste. Et on a découvert, donc ça c'est vraiment des choses récentes, on a découvert que en fait la peste, tout le monde a en tête la peste justinienne, la peste noire, le Moyen-Âge, etc. C'est une vieille histoire, la peste. Hein. On a de la peste apparemment déjà à la fin du néolithique en Europe. Et on a découvert dans des sites de l'âge du bronze, donc on parle de choses qui ont 4000 ans ou un peu plus, toute une série d'endroits en Eurasie où on trouve des gens qui sont porteurs de la peste. Et alors, ça change vraiment notre vision de l'histoire de ces populations. Pourquoi ? Parce que, en particulier à l'âge du bronze, on a des changements démographiques et culturels très importants en Eurasie. Il y a l'expansion d'une culture qu'on appelle la culture Yamna, qui est là, disons, dans les steppes au-dessus de la mer Noire et de la mer Caspienne. Soit en passant, sont les gens qui font un usage de plus en plus fréquent du cheval, et donc on a en gros expliqué la pénétration vers l'ouest de ces gens-là grâce au cheval, et le fait qu'on a des zones d'Europe où il y a vraiment un remplacement très important de la population locale, par exemple en Grande-Bretagne, ou dans le centre de l'Europe, où on se retrouve à la fin du néolithique, au début de l'âge du bronze, avec la moitié ou les 3/4 de la population qui semblent être des gens qui viennent d'ailleurs. Donc tout ça, on l'a mis sur le dos d'innovations techniques, le cheval, des comportements même plus ou moins guerriers de ces groupes-là, et maintenant on commence à se dire, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être... Bon, d'accord, ils arrivent avec des chevaux, mais ils arrivent avec la peste surtout. Et donc, il y a une disparition massive de population et un remplacement de population qui est lié en fait à ces épidémies. Et donc, vous voyez que, là encore, la paléogénétique a quand même changé beaucoup notre façon de voir les choses. Alors, il y a évidemment
quelque chose qui restait en suspens, si je peux dire, et que tout le monde, tout le monde attendait les généticiens au tournant quand ils ont commencé à sortir des génomes anciens, parce qu'on s'est dit, on va pouvoir expliquer, grâce au génome, pourquoi les Néandertaliens sont différents des sapiens, qu'est-ce qui se passe, comment on peut expliquer tel caractère, tel autre. Alors, ça, honnêtement, on n'y est pas encore. Et ça a mis très très longtemps à venir, à la grande déception de certains. Alors, quand il s'agit de relier le génome ancien avec des caractères physiques, du phénotype, il y a des choses qu'on sait faire, surtout pour les périodes récentes et qui sont assez faciles. C'est par exemple tout ce qui est des questions de couleur de peau, de couleur de cheveux, de couleur d'yeux. Et donc on sait notamment que les premiers sapiens qui arrivent en Europe, donc je vous parle d'il y a 45 000 ans, c'est des gens d'origine africaine et ils ont une peau foncée. Alors on a longtemps cru que cette peau foncée, dans le fond, elle disparaissait progressivement, mais quand même assez vite dans les latitudes de l'Europe. Pourquoi ? Parce que, dans le fond, quand on est exposé à un climat où il y a peu d'ultraviolets, c'est pas très avantageux d'avoir une peau foncée. Il vaut mieux avoir une peau claire pour la synthèse de la vitamine D, pour des tas de raisons. Et donc, on pensait que, dans le fond, c'était éclairci assez rapidement, aussi bien en Europe qu'en Asie. Alors, ça a été une grande surprise il y a une dizaine d'années, quand on a commencé à trouver sur des représentants de populations de chasseurs-cueilleurs de la fin des temps paléolithiques et même du mésolithique. Donc là, on parle de 7000 ans, donc c'est très récent. On s'est rendu compte que ces gens-là, ils avaient toujours, en fait, une peau relativement foncée. Alors, ils avaient déjà des yeux clairs, mais ils avaient une peau relativement foncée. Et on pense maintenant que c'est une combinaison de facteurs environnementaux, donc je parlais des ultraviolets, mais aussi alimentaires, qui a joué. Pourquoi ? Parce que, dans le fond, cette histoire de déficit en vitamine D chez des chasseurs-cueilleurs, elle est compensée par leur régime alimentaire, mais quand ils passent à une alimentation d'agriculteurs, où ils vont manger une nourriture qui est plus régulière dans sa disponibilité, mais beaucoup moins riche en un certain nombre de substances, qu'on a cet éclaircissement, donc quelque chose qui, dans le fond, date peut-être de la limite mésolithique, néolithique en Europe. Donc ça, on sait le faire. Alors maintenant, pour des choses beaucoup plus anciennes et surtout qui touchent à l'anatomie, à des choses beaucoup plus complexes. Ça, encore une fois, c'est venu seulement assez récemment et c'est vraiment des choses qui sont en cours. Alors, je vous cite juste pour finir deux exemples. On a regardé sur des très très grands échantillons d'Européens actuels de voir si l'endroit où se trouvaient les fameux 2% d'ADN néandertalien avait un impact sur leur phénotype. Et singulièrement, ce qui nous intéressait à l'époque, je dis nous parce que je dois être un des co-auteurs de cet article, c'est qu'est-ce qui se passe avec le cerveau. Et en fait, on s'est rendu compte que la présence d'allèles néandertaliens au voisinage de ces deux gènes, UBRA et PHLPP1, qui sont sur deux chromosomes différents, le chromosome 1 et le chromosome 18, le fait qu'il y ait des allèles néandertaliens à côté, ça influe sur l'activité de ces gènes, et ça joue sur la globularité du cerveau, la forme plus ou moins globulaire du cerveau. Et donc ça, c'est vraiment un caractère phénotypique. Et on sait que ces gènes-là, ils ont une influence sur la prolifération des neurones et sur la myélination, c'est-à-dire en gros sur le caractère plus ou moins conductif des axones de ces neurones.
dans le putamen, donc un ganglion de la base du cerveau, et dans le cervelet, dont on sait que c'est une partie du cerveau qui a beaucoup évolué dans notre espèce. Donc là, on commence à relier des parties du génome avec des caractères phénotypiques. Et alors très récemment, alors là, quand je dis très récemment, je veux dire dans les 2 dernières années, on a vu commencer à sortir des travaux sur un certain nombre de gènes. Alors, ces gènes que j'ai listés là, bon, c'est une liste provisoire hein, qui a été publiée il y a quelques années, sont des gènes pour lesquels, dans les populations actuelles, il n'y a pratiquement pas de polymorphisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des gènes pour lesquels tout le monde a le même variant. Alors, quand je dis tout le monde, des fois c'est 97%, hein, mais disons tout le monde a un variant, il n'y a pas de diversité pour ces gènes-là. La façon dont on interprète ça, c'est que ces gènes-là, enfin plutôt ces variants que tout le monde a, doivent avoir une grande importance du point de vue sélectif. Parce qu'en gros, la sélection naturelle, elle a laissé subsister qu'un variant de ces gènes-là, et pas d'autres variants, ce qui est généralement le cas. Et il se trouve que ces gènes-là, eh ben, les néandertaliens ou les dénisoviens, eh ben, ils n'ont pas le même variant, justement. D'accord ? Alors, enfin, de mon point de vue, c'est quelque chose dont on aurait dû se préoccuper depuis longtemps, en tout cas depuis 2014, mais en tout cas, disons au début, on savait que ça existait, mais on n'en parlait pas trop. D'autant plus que dans ces gènes, vous voyez, j'ai souligné en couleur un certain nombre de ces gènes, on sait que quand on a des individus qui ont une mutation de ces variants que tout le monde devrait avoir, eh bien, ça se traduit par un certain nombre de problèmes, en particulier dans le développement cérébral ou dans la connectivité du cerveau. Alors, ce n'est pas tous ces gènes-là, c'est un certain nombre d'entre eux. Et donc là, ce qui est en train de se passer maintenant, c'est que, alors c'est aussi pour des raisons méthodologiques, hein, vous avez entendu parler de CRISPR, etc. Hein, donc maintenant, on a des moyens de façon expérimentale de tester, dans le fond, du point de vue fonctionnel, ce qui se passe si, au lieu d'avoir le variant qu'on doit avoir, on a le variant néandertalien ou dénisovien. Alors, évidemment, on ne fait pas ça sur des petits-enfants. Hein. On a essentiellement 2 moyens de tester ça. Des souris transgéniques. Donc là, on leur colle une version ou l'autre du gène humain, mais humain, néandertalien ou sapiens, puis on regarde ce qui arrive aux souris. Et puis aussi, il y a une technique qui s'est développée, c'est la technique des organoïdes, c'est-à-dire qu'on fabrique une culture de cellules, donc une espèce de mini-cerveau, c'est pas un vrai cerveau, c'est une espèce de globule comme ça, formé de cellules, dans lesquelles on est intervenu au départ pour modifier le génome. Et on s'est rendu compte, alors là ce sont des publications qui datent de l'année dernière, et puis oui, 2022, 2021, il y a déjà 3 de ces gènes pour lesquels on s'est rendu compte, alors celui-là, ça modifie la façon de fonctionner des synapses entre les neurones, et puis il y en a un autre qui change la durée de la métaphase durant les divisions cellulaires dans le cerveau, donc si vous voulez, c'est un meilleur contrôle qualité au moment des divisions. Et puis alors, le dernier, là, on s'est carrément aperçu que ça joue sur le nombre de progéniteurs des neurones dans les régions frontales du cortex cérébral. Alors, c'est un peu politiquement incorrect, mais en gros, on est en train de montrer quand même qu'il y a... c'est bien d'avoir un gros cerveau, mais peut-être qu'il ne fonctionne pas de façon vraiment identique chez un néandertalien, un dénisovien et un sapiens. Et donc là, on est en train de traverser... Alors il y a beaucoup de critiques, hein, parce que évidemment, le génome, il fonctionne dans un certain environnement, hein, donc on ne peut pas dire, voilà, c'est mieux d'avoir le gène sapiens plutôt que néandertalien, mais on voit bien qu'il y a des différences de fonctionnement quand même, et je pense qu'on va voir arriver un certain nombre de travaux de ce genre.
Et je connais, enfin, je suis même exposé à certains projets de recherche où on essaie de plus en plus maintenant de pousser dans le sens de comprendre comment le phénotype de différents groupes fossiles a pu se développer. Alors pour terminer, alors cette fois-ci je vais vraiment terminer, pour terminer je vous montre deux, c'est une astuce pour gagner du temps, quand on dit pour terminer, c'est parce que les gens croient qu'on va vraiment terminer. Je vais quand même vous montrer deux choses qui sont des travaux relativement récents et qui vous montrent dans quelle direction vont ces travaux de paléogénétique. Alors d'abord, de plus en plus, je vous ai parlé de cet ADN de 2 millions d'années de l'Arctique. C'est quelque chose qu'on fait de plus en plus dans les sites archéologiques. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver dans la stratigraphie, on fait des prélèvements dans les sédiments pour trouver de l'ADN. On trouve de l'ADN d'animaux, mais on trouve parfois de l'ADN humain. Et alors, bon, ça c'est une étude qui est parue sur une grotte en Espagne, dans laquelle on a trouvé de l'ADN néandertalien, pratiquement dans toute la colonne stratigraphique entre 120 000 ans et puis 13 000 ans. Alors, les néandertaliens, ils ne sont pas à 13 000 ans, hein, ils s'arrêtent vers 80 000 par là. Et ce qu'on a montré dans cette grotte, c'est qu'en fait, on a deux populations, alors ce sont des néandertaliens, mais on a deux populations différentes de néandertaliens qui se remplacent l'une l'autre, avec, dans la première, la plus ancienne, une plus grande variabilité de l'ADN mitochondrial, et dans la deuxième, je crois qu'il y a un seul haplotype mitochondrial qui est présent. Et donc là, c'est vraiment passionnant, parce que là, on n'a pas de fossiles, on n'a pas de néandertaliens, hein, mais on peut raconter quelque chose sur ce qui s'est passé dans ce site, et c'est lié probablement au changement climatique qu'on observe pendant cette période-là, c'est-à-dire qu'on passe d'une période interglaciaire dans un nouveau cycle glaciaire, on va rentrer dans... Et donc il y a un remplacement d'un groupe par un autre, mais surtout une baisse de la diversité qui est probablement liée aussi à une baisse de la taille des populations, une espèce de goulot d'étranglement qui est lié aux conditions climatiques. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui, à l'avenir, vous allez voir de plus en plus d'études comme celle-là. Et puis alors, pour finir vraiment, un travail que nous avons publié il y a pas très longtemps, hein, vous voyez, sur de l'ADN présent sur des artefacts. Alors ça, c'est quelque chose qui, comment dire, qu'on essaye depuis un petit moment. Mais là, on a essayé sur des pendentifs paléolithiques qui ont été portés par des gens. Et on s'est dit, je vous ai expliqué qu'il y avait une grande appétence de l'ADN pour l'os. On s'est dit, on va peut-être trouver de l'ADN dans ces pendentifs. Alors, on en a fait pas mal, ça n'a pas marché, mais il y en a un sur lequel ça a marché. Sur pareil, hein, ça vient de Denisova, il fait froid, c'est là-bas dans le nord, enfin dans l'Altaï. Mais on a un pendentif. Alors, on ne l'a pas daté directement, parce qu'on ne va pas en prendre un bout, hein, ça serait vraiment criminel, mais vous allez voir qu'on a d'autres moyens de le dater. Et donc, là, par des moyens complètement non destructifs, c'est-à-dire qu'en gros, on laisse tremper le pendentif dans une solution et on extrait de l'ADN de ce pendentif. Et qu'est-ce qu'on trouve comme ADN? Alors, on trouve de l'ADN de cervidés, c'est normal, c'est une dent de cervidés. Mais on trouve aussi l'ADN d'une femme qui a vécu un peu après le dernier maximum glaciaire. Et son génome, eh ben, c'est le génome de populations qu'on connaît en Sibérie, alors un peu plus à l'est, mais à peu près à cette époque-là. Et donc là, c'est quelque chose qui est tout à fait extraordinaire, parce qu'on a sur cet objet le génome de la personne qui l'a porté. Alors déjà, on sait que c'est une femme. Alors bon, c'est un pendentif et une femme, hein. Il faudra en avoir d'autres pour pouvoir... comment dire, élaborer plus là-dessus, mais je ne doute pas qu'il y aura d'autres résultats de ce genre, parce que ces techniques, elles vont s'affiner de plus en plus. Et donc là, on a accès à des informations qu'on n'aurait jamais imaginées, c'est-à-dire qui porte quoi et pourquoi et à quel groupe ils appartiennent.
Voilà, je vous laisse là-dessus. Donc, vous voyez, l'histoire de l'ADN ancien, c'est pas terminé. Hein, c'est quelque chose qui est en plein développement. Merci.